Nous sommes ravis aujourd'hui d'être avec vous pour parler de management agile, sujet qui fait réfléchir aussi en situation de stress ou en situation dégradée comme on connaît aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est moins agile quand on est confiné? Eh ben, on va essayer de répondre à cette question-là, entre autres. Donc, on avait travaillé ce contenu pour une conférence à Agile Grenoble et on vous le partage donc aujourd'hui ensemble. Donc, pour ma part, je suis coach et j'interviens notamment sur des sujets organisationnels et de l'accompagnement de managers. Et j'étais dans une précédente vie sur des directions opérationnelles et marketing. Et Olivier, si tu veux te présenter. Oui, moi je suis coach agile, du coup chez Good aussi, et facilitateur, formateur, et je m'intéresse particulièrement à la transformation managériale, à l'accompagnement des managers. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de partager ça avec Isabelle aujourd'hui. On voulait revenir quand même sur le collectif qu'on soutient aujourd'hui, qui s'appelle Blues pour l'hôpital, avec des chiffres qui évoluent tous les jours. Et en profiter pour vous remercier d'être là, de participer aussi à l'aventure, comme a pu le préciser Ludovic en introduction. Alors, notre intention aujourd'hui, elle se décline en trois axes. Le premier, c'était justement d'essayer de comprendre ce que l'agilité change dans le management. Que vous puissiez commencer un petit peu à identifier votre style naturel de management, parce qu'on a tous un style naturel, on a des profils différents les uns les autres, et donc forcément il y a quelque chose de naturel qui se dégage dans notre façon d'exercer, j'ai envie de dire. Et puis on espère que vous puissiez repartir avec quelque chose de concret à essayer parmi les outils qu'on vous fera passer, ou les réflexions qui émergeront tout au long de cette conférence. On voudrait commencer par vous parler de complexité. On a un modèle qui a été posé par Dave Snowden, qui s'appelle la matrice de Cunninghin. Alors, il y a plein de façons de prononcer ce mot. Je crois que c'est surtout pas cinéphile comme c'est écrit en haut à gauche, mais peu importe, qui décrit quatre modèles en fait d'environnement. En partant d'en haut à gauche, on a le complexe, le compliqué, le simple et le chaotique. Et globalement, on a presque deux mondes un peu qui sont décrits là, avec un monde qui est à droite, qui relève plus de l'analytique, en fait, du séquentiel, et puis un monde à gauche qui est justement en relation plus avec ce qu'on rencontre aujourd'hui, l'incertitude, la variabilité dans le monde dans lequel on vit, et donc des modèles qu'on qualifie de complexes, voire de chaotiques. Tu voulais peut-être rajouter un mot là-dessus, Isabelle? Non, tout simplement, c'est l'évolution des marchés, c'est l'évolution des entreprises avec des produits qui étaient il y a 50 ans beaucoup plus simples, séquentiels à fabriquer et comme l'industrie, comme la voiture, qui sont le domaine de l'expertise. Et aujourd'hui, des challenges plus effectivement complexes comme le changement climatique, éduquer un enfant ou lancer un nouveau produit à l'international dans un contexte multiculturel sur un segment de marché qu'on ne connaît pas. Donc là, on est effectivement en pleine complexité. Le domaine du chaotique, c'est plutôt le domaine où tous les repères s'effondrent. Donc, on n'est encore pas dans ce domaine. Mais en tout cas, c'est celui, a priori, où on est le plus innovant, puisqu'on est au pied du mur, et qu'on va devoir essayer des choses qu'on ne se serait pas permises en temps normal, et pour évaluer et pour essayer de se sortir de situations chaotiques. Donc, c'est vrai que l'agilité va venir nous aider en termes de boîte à outils et de culture à traiter les environnements complexes et chaotiques, qui sont plus le domaine de l'empirisme et du test and learn. Pour ceux qui auraient parfois des difficultés encore à faire la différence entre complexe et compliqué, moi je sais qu'au début c'est pas été évident. Je me souviens d'un petit exemple de Jürgen Appelo qui expliquait que si on prend un système qui est celui de la voiture dans un garage, euh, eh bien c'est un système qui est plutôt compliqué. Voilà, parce que si on prend du temps, de l'huile de coude, on peut expliquer, comprendre, analyser et agir en conséquence vis-à-vis de ce système.
Si on rajoute un humain dans ce système, dans ce garage, alors là, on est dans le complexe parce qu'il y a une forme de variabilité qu'on ne pourra pas maîtriser. Et donc, on va rentrer tout de suite dans une logique qui va être plus une logique d'expérimentation que de planification. Il y a comme ça un changement de paradigme entre aujourd'hui, on va aller chercher par rapport à ce changement managérial dont on veut parler aujourd'hui, du sens, alors qu'à un moment donné, on était peut-être, il y a plusieurs dizaines d'années, vraiment ancré sur le profit, aller chercher plus une structure de réseau plutôt qu'une structure hiérarchique. Et puis les dynamiques étaient des dynamiques beaucoup de contrôle, l'organisation du travail où les personnes étaient considérées peut-être de manière différente. Aujourd'hui, on va s'orienter davantage vers de la délégation. Et puis enfin, si on devait continuer à faire ce petit jeu du parallèle, sans doute qu'à un moment donné, on a été davantage dans la confidentialité, dans le fait de cacher des choses, de ne pas divulguer. Aujourd'hui, on est dans un monde qui nécessite beaucoup d'ouverture et souvent on a ce mot qui revient qui est la transparence. J'ai sauté un slide, je crois. Voilà. Il y a effectivement ce modèle économique qui évolue, mais il y a aussi notre rapport au travail qui n'est plus le même que la génération précédente, on va dire. Le travail pour nous, c'est un moyen de se réaliser. On vient pour effectivement trouver un sens et une réalisation personnelle dans son parcours professionnel. On a de plus en plus d'indépendance matérielle ou psychologique, la capacité de prendre en main sa carrière, de se former, d'aller acquérir des connaissances par des MOOC qui sont gratuits ou des formations payantes en ligne. Donc aujourd'hui, on a des leviers qu'on n'avait pas non plus il y a quelques décennies. Et on est aussi dans une logique d'interdépendance par rapport à cette complexité des projets. Être compétent seul, c'est être incompétent. Aujourd'hui, la capacité relationnelle, la capacité de collaboration nous rend compétents. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a fortement évolué. Donc, c'est un nouveau rapport au travail de la part des collaborateurs qui vient s'ajouter à ce contexte de complexité ambiante. Alors aujourd'hui, quand on nous appelle sur des interventions de transformation managériale, il y a souvent 4 raisons principales. Si tu veux passer, Olivier. Ouais. On a un projet innovant, on va devoir mettre des personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble. On est dans de l'inédit technologique. Là, on se rend compte qu'il va falloir faire un travail d'accompagnement sur le management. Il y a également des baromètres qui remontent une insatisfaction, une pression des collaborateurs qui se sentent mal, qui se sentent pas liés à leur entreprise, qui n'ont pas spécialement envie de s'y projeter pendant 5 ou 10 ans. Donc ça inquiète et ça fait réagir aussi les directions générales, les DRH, pour se questionner sur qu'est-ce qui crée ce climat social. La collaboration interne conflictuelle, un département qui peut avoir des difficultés à s'interfacer avec les autres acteurs de l'entreprise, ou de la concurrence interne, ou alors on va prendre des sous-traitants plutôt que de faire travailler un département en interne. Donc on est mis en concurrence. Ça peut être un facteur aussi où on se demande si notre capacité de collaboration et globalement de management est à niveau de nos enjeux. Et enfin, on peut aussi avoir un levier de changement managérial qui vient par l'insatisfaction des clients. On se rend compte qu'on manque de réactivité, qu'on manque de capacité d'adaptation, que ça se voit dans les baromètres clients et qu'il va falloir réagir et que le management doit être aux manettes de ce changement. Donc ce sont un petit peu les 4 grands contextes, les 4 grandes demandes qu'on entend. Et bien sûr, il va falloir les démêler, ce qui n'est pas chose simple. En tout cas, aujourd'hui, les grands comptes souhaitent évoluer vers du management plus collaboratif, plus participatif, vers le management 3.0 qui a été popularisé par Jürgen Appelo pour changer la donne. Alors, une illustration d'une démarche. Chaque démarche de transformation managériale est différente, évidemment. Mais ça vous donne un exemple de la façon dont on peut travailler sur ces sujets-là. Sur une filiale d'Engie, on a réalisé un diagnostic de la collaboration en interne et avec les clients et les leviers du manager au service de cette collaboration. On a mis en place une communauté de managers ambassadeurs qui définissent avec nous
les pratiques, les évolutions, les stades et les outils qu'on va proposer aux managers pour faire évoluer leur pratique, leur posture. On intervient également au niveau du CODIR, puisque le changement se fait à tous les niveaux et que le CODIR a pu donner un vrai mandat à cette communauté d'ambassadeurs pour faire cette transformation. Et un mandat et des moyens qui soient clairs. Également un stage pour former l'ensemble des managers de la direction. Mais comme le changement managérial n'est pas toujours que l'affaire des managers, on a aussi des actions auprès des collaborateurs pour installer un nouveau modèle qui soit partagé à tous les niveaux et pas seulement aux managers de tirer l'ensemble. Et on propose également un soutien à la carte aux managers qui en émettent la demande, que ce soit du coaching individuel ou de la formation ou des actions de soutien spécifiques comme faciliter un atelier avec eux et leur équipe. Et enfin, on pilote l'ensemble de cette transformation avec des indicateurs qu'on a définis en amont. Donc dans ce cas-là, c'est la satisfaction client, c'est la performance des affaires, c'est la fidélisation des collaborateurs dans les baromètres RH. Donc ça nous permet d'ajuster, de mesurer l'évolution réelle de la situation dans cette filiale. Donc encore une fois, tout ça se détermine par un cadrage. Il n'y a pas une méthodologie fantastique pour réussir toutes les transformations managériales, mais il y a différents leviers qu'on va activer en fonction des problématiques et des effets qu'on souhaite rechercher. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'agilité va changer dans le management? Je crois qu'Olivier, tu voulais parler de posture. Non, après. Olivier, je t'entends plus. Désolé, j'étais en mute. Oui, en fait, on a essayé de dresser toutes les postures qui pouvaient être embrassées par le manager dans son quotidien. On appelait ça des casquettes. Et on se rend compte que c'est un jeu de funambule parce que tantôt on est supporter d'une démarche, on encourage, on est promoteur même, et puis on peut aussi avoir une posture de facilitateur où on va avoir par contre là davantage de recul, faire en sorte que les choses se fassent sans prendre du leadership ou même parfois sans s'occuper du contenu, mais plutôt du contenant. On peut aussi avoir une posture plus de quelqu'un qui va fédérer autour d'un projet. Donc là, on revient sur la notion de sens. On peut avoir une posture qui vise à responsabiliser les autres, forcément, j'ai envie de dire. Donc là, on s'appuie notamment sur le cadre dont on est dépositaire, le cadre de l'entreprise aussi. Et globalement, ça embrasse un petit peu tous les autres. Le mot servant leader qu'on retrouve chez les Scrum Masters. Alors le débat Scrum Master et Team Manager, on va pas le faire aujourd'hui, même s'il était intéressant. Mais le servant leader, c'est quelqu'un qui est au service d'une équipe, mais qui est néanmoins en leadership. Pour essayer de mettre en musique un peu toutes ces casquettes, on a 4 outils qui sont appelés les 4 fantastiques et qui sont j'ai un peu des problèmes avec ma souris, qui sont des outils qui sont essentiels pour justement développer ces capacités de changer d'une posture, d'aller d'une posture à l'autre. Donc il y a la délégation, le feedback, l'écoute active et notamment le one-to-one et une posture plus de coaching. Alors, on ne parle pas de manager coach, mais on parle plus des outils du coaching. La délégation visant bien sûr à trouver, on parlera de ça à la fin, on vous donnera un petit outil, trouver le bon niveau de délégation entre je fais tout et tu fais tout. Il y a peut-être effectivement un juste milieu ou certaines nuances en tout cas. Pareil pour le feedback, on rejoint certaines approches, notamment de la communication non violente et dans le management 3.0 dont parlait tout à l'heure Isabelle, Jürgen Appelo a défini un outil autour du feedback qui s'appelle le feedback WRAP. Et l'écoute active, il y a tout un process pour le one-to-one.
le coaching, on est plutôt sur des outils qui sont relatifs au questionnement et une posture qu'on qualifiera de basse à certaines occasions. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est toujours la même posture qu'il faut utiliser pour être ce manager agile. Et puis, il y a aussi, au-delà des outils, il y a des pratiques euh, euh, qui sont vraiment ancrées dans l'agilité, comme le pilotage par la valeur, l'approche itérative, qu'on n'est pas obligé de cantonner à la gestion d'un projet. La rétrospective, paraître, c'est pas forcément une rétrospective de l'équipe Scrum, et ça, on le voit tout le temps. Ça peut être une rétrospective sur, tiens, j'ai une équipe, comment on fonctionne ensemble. Le Perfection Game, qui est une façon de faire ce qu'on appelle plutôt du feed forward, c'est-à-dire de se projeter vers quelque chose de mieux, qui nous oblige à aller vers l'avant, et plutôt que d'être dans l'analytique du passé et de quelque chose qui peut nous amener à sombrer un peu dans le pathos. Et puis, bien sûr, le très célèbre Daily Stand-Up Meeting qui nous met un petit peu en obligation d'être en face à face le matin, par exemple, lors d'une réunion, ou le management visuel, hein, qui amène beaucoup de vertus comme le développement de la confiance et de la transparence. En tout cas, tous ces éléments nous amènent à une finalité qui est l'autonomie responsable. Ces deux mots sont pour moi vraiment une forme de tension, hein, à titre personnel. Chaque fois que je suis allé vers des… Je me souviens, dans une startup, j'étais allé vers des jeunes et on parlait d'autonomie. On avait ouvert vraiment les possibles pour que les gens puissent accéder à tout un tas de responsabilités. Et en fait, on pensait un peu naïvement que ça allait se faire de manière naturelle et que les gens allaient être très contents d'accéder à cette autonomie. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que derrière, effectivement, il y avait la responsabilité. Prendre le leadership sur un sujet, ça veut dire s'en rendre responsable, ça veut dire le suivre, ça veut dire aussi affronter certains obstacles. Et donc, c'était beaucoup moins simple que ce qui n'y paraissait. Et parfois, à ma grande surprise, certains n'étaient pas forcément prêts ou n'avaient pas forcément envie de cette autonomie, parce que derrière, ils avaient bien compris qu'il y avait la responsabilité. Donc, en tout cas, tous ces outils et cette réflexion nous amènent à cette finalité-là de l'autonomie responsable qu'on va développer tout au long de cette conf. Alors, je veux bien juste, Olivier, si on peut repréciser entre manager CAC 40 et manager totalement libéré, quelles sont les différentes acceptations de cette notion de management. Hop. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des managers sur les grands comptes, donc ils se sentent parfois coincés dans une organisation qui est rigide, et en fait, il est vraiment à la frontière d'une organisation qui fait coexister à la fois du management 1.0 et du 3.0. La culture n'est pas homogène, il y a un historique qui est fort, et il a un rôle d'interface qui est très important. Donc, ils se sont souvent coincés, mais finalement, il y a quand même des ressorts à trouver pour qu'il puisse avoir sa zone d'expérimentation au sein de son équipe. Puis, on a des entreprises de culture collaborative qui vont vers un management plus libéré, plus ouvert. C'est le cas de Good, par exemple, typiquement une entreprise de 10 à 100 salariés qui va travailler sur un nouveau modèle d'autonomie responsable et déléguer, confier des responsabilités aux équipes qui sont proches du terrain, avec un minimum de centralisation des décisions, et qui vont avoir des problématiques de concilier autonomie et leadership, à l'émergence de leaders au sein de l'organisation qui se fassent par la compétence, par la légitimité. Donc, pour le coup, c'est le rôle que j'occupe chez Good, un management qui est beaucoup plus soutenant et fédérateur, et qui travaille sur la prise de décision en collectif avec l'équipe. Et puis, on a encore plus extrême des entreprises qui sont en réseau, qui sont clairement nées sur un nouveau modèle. C'est le cas du réseau de santé soins à la personne Buurtzorg aux Pays-Bas,
qui fonctionnent en équipe autonome de 12 soignants qui ont leur zone géographique, leurs patients et qui est en totale autogouvernance. Ils ont fait le choix de n'avoir aucun manager ou de dire que tous sont managers. Chacun a la possibilité de prendre des décisions au sein de l'équipe. Il y a vraiment très, très peu de fonctions centrales. Et au sein d'une équipe, quand il y a des conflits, on peut recourir à des coachs extérieurs pour nous aider à fluidifier le système. Donc là, c'est pas le manager agile, c'est zéro manager. Donc on va pas tellement parler de ce dernier cas qui mériterait une conférence à lui seul, mais plutôt des deux premiers qui sont en transition, qui sont en évolution vers un modèle de management agile. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Buzzorg, c'est décrit dans le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Donc, je reviens sur les missions. Les missions du manager, si on pouvait les résumer vis-à-vis de ces casquettes, de ces pratiques, de ces outils qu'on a vus précédemment. Le premier, c'est co-construire le sens, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où on va faire participer, faire participer pour impliquer. Moi, je le vois souvent en tant que coach agile au niveau d'une équipe Scrum. Plus la vision est partagée, plus on a le sens de la finalité, plus on se sent impliqué dans le projet auquel on participe, plus on se sent faire appartenir à un groupe, un sentiment d'appartenance qui grandit. Faire grandir les compétences. Alors, l'apprentissage, alors certains connaissent le mot apprenance, mais ça fait partie d'un des grandes missions du management, faire en sorte que une personne soit davantage employable à la sortie de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne reste pas des années dans une entreprise. De manière générale, il y a quand même une baisse quand on restait 20 ou 30 ans chez un employeur. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on sait que ça a plutôt baissé. Donc, j'avais un ancien directeur qui me disait, moi, un de mes buts, c'est de te rendre plus employable quand tu vas quitter l'entreprise. Et voilà, je trouve que c'est, au-delà d'une mission, même à titre personnel, une responsabilité. Et puis enfin, coacher le système. Donc là, on reprend peut-être la casquette de coach. C'est arriver à prendre vraiment du recul sur l'aspect systémique du groupe qu'on a avec nous et travailler donc sur, bien sûr, l'autonomie et la responsabilité, hein, mais aussi l'amélioration continue de ce système via, par exemple, les rétrospectives. Pas dans le sens où il faut absolument s'améliorer, mais dans le sens où l'amélioration continue, c'est une façon de dire de manière régulière, je prends un peu de recul sur ce qui se passe et on se donne l'occasion de ne plus avoir la tête dans le guidon pendant un laps de temps qui est régulier. Oh là là, ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite. On en était là. Non. Isabelle, aide-moi, je suis perdu. Tu es parti à la fin du document, j'ai l'impression. Ouais. En fait, pour tout vous dire, voilà, j'ai ma souris qui marche pas bien et des fois mon clavier qui marche pas bien. Il nous faudrait la phase d'introspection qu'on va vous proposer à tous pour identifier quel est votre style managérial. Alors, Olivier, si tu veux passer la suivante. Ouais. C'est ça que tu voulais ? Exactement. Ce que nous allons faire là, c'est une petite expérience. Vous allez recevoir par le chat un lien vers un fichier Excel à télécharger. Donc, je vous donne les consignes avant de vous envoyer sur le fichier, puisque je sais que vous serez ensuite partie de l'écran. Donc, vous allez avoir dans ce fichier Excel ce tableau. Et vous voyez que sur les 12 affirmations, les 16 affirmations qui sont là, vous allez, pour chaque ligne, mettre un 1 dans la case qui correspond à votre situation.
L'idée, c'est que vous puissiez vraiment répondre à ça de façon la plus lucide possible, puisque c'est pour vous et que personne ne verra ce que vous avez répondu. Et on va vous laisser 4 minutes pour faire ce petit test. Et ensuite, on reviendra ensemble pour débriefer. Donc, je vous mets le lien vers le fichier à télécharger. Et je crois qu'Olivier, tu avais prévu une petite musique qui, quand elle s'arrêtera, vous indiquera que nous reprenons. Ok, je vous propose de revenir avec nous. Vous avez un deuxième onglet sur le fichier Excel. Vous avez un onglet test que vous avez renseigné. Et maintenant, vous pouvez aller sur l'onglet style. Et vous allez voir apparaître un score par 4 grandes familles. Est-ce que vous êtes dans le management persuasif, participatif, délégatif, directif? Peut-être que vous êtes fortement avec un score élevé dans une catégorie. Peut-être qu'au contraire, vous êtes homogène dans les 4 catégories. Alors, Frédéric demande où est le lien vers le fichier Excel. Il est juste au-dessus dans le chat, sur le lien WeTransfer pour le récupérer. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas si on peut demander aux participants de mettre leur style émergent dans le chat, Ludovic. Oui, tout le monde a accès au chat. Donc, est-ce que vous voulez nous partager si vous avez une dominante qui ressort dans le chat? Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez converser avec les conférenciers en cliquant, en faisant un clic droit sur le petit plus là de votre, et vous pouvez du coup converser avec et poser des questions. C'est ça, Isabelle, que tu Exactement. Allez-y, dites-nous si vous avez une dominante participative, persuasive, directive, délégative, en fonction de vos réponses, si vous en avez envie, bien sûr. Qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Alors, vous avez sur les slides, si vous revenez avec nous sur l'écran de la vidéo, vous avez le modèle en fait qui a servi à décliner ce petit outil, qui a été à l'origine travaillé par Blake et Mouton et qui pose 4 styles de management. Et donc qui sont sur 2 axes. Un axe qui est orienté production et résultats et un axe qui est orienté humain et ambiance. Donc ça nous donne 4 styles principaux. Le style délégatif qui permet de responsabiliser, de confier des activités et de laisser l'équipe libre de les prendre en charge, tout en effectuant un suivi. Donc c'est vraiment créer un cadre de responsabilité. On a le manager directif qui, lui, va être effectivement plus orienté sur la production, les résultats et les tâches, qui structure, qui aime, qui naturellement va confier à chacun des consignes assez claires sur ce qu'il faut faire, sur quand le faire, sur comment le faire, et donc qui amène pas mal de structure. On a en haut à gauche le manager participatif qui, lui, a une dominante sur l'humain et l'ambiance, qui va s'efforcer d'associer les collaborateurs à la prise de décision, à la vie de l'équipe, à la définition des objectifs. Donc très orienté sur l'ambiance également. Et enfin, celui qui serait le plus pertinent à la fois sur les résultats et à la fois sur l'humain, ce serait le management persuasif, qui, lui, sait mobiliser ses troupes en travaillant, en partageant le sens, en travaillant sur les leviers de motivation de chacun, en influençant, en fédérant ses équipes. Donc ça, c'est le modèle de Blake et Mouton. Dans la réalité, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a aussi un management intermédiaire qui s'efforce de faire tout ça, mais qu'il faudrait tendre vers ce management persuasif. Là, j'ai envie plutôt de temporiser ça, puisque selon le contexte, selon la maturité de l'équipe et des collaborateurs, ben, on va être amené à pouvoir jouer sur l'une ou l'autre, sur l'un ou l'autre des styles. On a bien vu quand on a démarré le confinement que le management a pris des décisions importantes pour la vie de l'équipe, pour la santé des collaborateurs, donc en mode directif et sans forcément consulter les uns les autres avant de choisir de l'activité partielle, par exemple. C'est une situation de crise dans laquelle effectivement le management directif est utile et nécessaire. Et puis, il y a des équipes qui vont être matures, compétentes, motivées, expérimentées, qui vont, elles, bien se prêter à un management délégatif. Donc, en fonction de la situation, on va jouer les différents leviers. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être une dominante qui est ressortie dans votre test.
la question à se poser, c'est est-ce que je l'utilise bien? Est-ce que je l'utilise bien dans tous les contextes et avec chaque collaborateur, est-ce que c'est adapté? Donc effectivement, vous pouvez aussi avoir des scores assez homogènes. Je vois que Frédéric nous dit 80, 60, 60, 60. Effectivement, là, il y a un résultat qui est assez homogène dans les quatre. Ça veut dire probablement que Frédéric a la compétence de passer dans les différents styles en fonction de sa situation ou de son contexte. Et c'est plutôt, a priori, ce qui est intéressant de travailler, de développer, d'être capable d'aller jouer dans les quatre cadrans. Voilà, donc il y en a qui peuvent aussi avoir 20 dans une catégorie, ça arrive, ou 90. Voilà. Donc, de rien, Frédéric. Voilà pour ce modèle. Donc, c'est un petit test rapide hein, qui est pas validé scientifiquement. Vous nous excuserez pour ça, mais ça permet de toucher du doigt qu'il y a plusieurs. Être un manager directif, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Il faut travailler sur l'adaptation au contexte et à l'équipe de son style en fonction des moments. Alors, les managers que nous accompagnons sont souvent dans un vrai dilemme. Est-ce qu'il faut que je laisse libre mon équipe, que je leur permette de s'auto-organiser, je les laisse seuls résoudre leurs conflits? Est-ce que je dois être dans le soutien, laisser les leaders émerger sans forcément moi les nommer, la bienveillance? Et finalement, comment je fais? À quel moment je dois mettre du cadre? Comment je peux garantir qu'on atteigne nos objectifs si je laisse beaucoup d'autonomie? Est-ce que je dois me positionner en médiateur quand il y a un conflit? Est-ce que je dois être leader? Est-ce que je peux me permettre de définir des rôles et des mandats? Est-ce que je peux être exigeant? Et on voit souvent, voilà, cette oscillation. Moi, je suis plutôt du naturel vert. Est-ce que je dois aller vers j'ai du mal à aller vers l'orange, et réciproquement, on accompagne les oranges à mettre du vert dans leur management. Et c'est vrai que dans le fond, c'est pas du ou qu'il faut faire, c'est du et. Je crois qu'il y a un slide qui se transforme derrière, Olivier. C'est non, juste un, pas 10. Juste, voilà. Donc finalement, est-ce que c'est un dilemme? Est-ce qu'on peut pas faire du et en sachant faire tout ça? C'est juste une page suivante, la page suivante, page bleue, voilà. En faisant du plus, en sachant faire les deux, en sachant mettre du cadre, mais juste ce qu'il faut, et en laissant libre à l'intérieur de ce cadre, en ayant défini des zones de liberté, en permettant. Alors, le sujet de la gestion de conflits, c'est vrai que si le manager n'intervient jamais, il y a des conflits qui peuvent se développer et qu'il va falloir trouver le juste milieu pour ne pas les laisser devenir trop importants. Donc oui, il va falloir savoir faire les deux, prendre sa casquette de médiateur pour désamorcer un conflit. On peut définir des rôles et des mandats clairs et laisser beaucoup d'autonomie à l'intérieur de ces rôles et de ces mandats clairs. On peut être exigeant et on peut être bienveillant. Donc voilà, c'est souvent cette équation-là qu'on travaille avec les managers qui jonglent entre ces deux mondes. Ouais, c'est important. J'ai envie de réappuyer ce plus-là et qui est en milieu de ce slide, parce que on peut avoir l'interprétation de managers agiles qui finalement lâchent un peu prise. Je me suis libéré d'un ancien monde et maintenant vive la bienveillance, vive l'autonomie, etc. Et du coup, on oubliait certains fondements sur effectivement la responsabilité vis-à-vis du cadre, etc. Donc, il y a un jeu d'équilibriste, j'ai envie de dire, auquel on ne peut pas se soustraire. Souvent, je compare ça au rôle qu'on peut aussi avoir quand on est, par exemple, professeur ou instituteur. Pour avoir expérimenté ça de manière personnelle, on va dire. J'ai vu des professeurs qui étaient effectivement dans un mode très très contrôlé, avec assez peu d'authenticité, un masque assez fort, beaucoup de contrôle sur les élèves, etc. et qui n'était pas accessible. C'était pas un modèle qui semblait idéal, qui pouvait aussi sembler être daté, on va dire, obsolète. Et puis d'autres, des plus jeunes, qui justement voulaient aller vers un autre mode et qui, eux, étaient dans un lâcher-prise assez important.
et pour qui ça marchait pas non plus en fait, hein. Donc, bien sûr que c'est très très exigeant d'être entre les deux et de naviguer entre les deux. Mais moi, la conclusion personnelle que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas un modèle particulier dans lequel on peut se réfugier. C'est en prenant du recul en permanence sur ce qui se passe autour de nous et comment on interagit avec le système qui fait qu'on va trouver la bonne place. Et la bonne place d'hier n'est pas la bonne place de demain. La place qu'on avait eue avec un groupe ou une personne n'est pas… voilà. Donc, c'est quelque chose de mouvant et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'aller que d'un côté ou que de l'autre. Ça peut sembler peut-être des portes ouvertes pour certains, mais… Une des premières choses qu'on fait en coaching de manager, c'est de faire expliciter au manager quelle est sa vision de ce qu'est un bon manager et de faire émerger ses croyances. Parce qu'on a tous des croyances, on a tous des modèles et voilà, de prendre un peu de recul, un peu de lucidité par rapport à ses croyances pour arriver à les enrichir, à enrichir sa vision. Par exemple, un bon manager pour moi, c'est quelqu'un qui a les cheveux gris. Ah. Donc je me sens pas légitime tant que j'ai pas les cheveux gris. Ok. Donc voilà. Et si je suis bienveillant, si je suis le copain de mes collaborateurs, je peux pas les recadrer, je peux pas leur faire de feedback. Bon, si on va pouvoir, on voit qu'on peut faire les deux. Alors. C'est ça, c'est mon manifeste. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions avant de passer sur cette partie-là? Est-ce qu'on continue? Est-ce que tout va bien? On fait une pause feedback. Alors, implication des ressources humaines dans la transformation. De ce qu'on voit, nous, les DRH sont quand même assez impliqués dans ces transformations. On les co-construit avec elles, c'est indispensable. Et non, en tout cas, ceux qu'on accompagne sont pas mis de côté et on fait rarement ou voire jamais une transformation managériale uniquement avec la direction générale sans les DRH. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les directions des ressources humaines sont amenées à se transformer aussi. Et je ne pourrais pas vous donner le lien exact, mais je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur une forme de charte. Alors, je ne sais pas si c'est une charte agile, mais justement de nouveaux principes, en tout cas vis-à-vis de ces populations dans l'entreprise, pour justement s'impliquer dans ce type de transformation. Tout à fait. Il y a Alfred qui dit « Plus un, inclure les RH au plus tôt dans les transfos ». Ouais, Bon, mise de côté, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, au contraire, hein. Par contre, effectivement, les impliquer dans la transformation pour que tout le monde y participe. Alors, ce qu'on vous propose de faire maintenant, c'est de partir du manifeste agile que vous connaissez peut-être, qui pose 4 grandes valeurs et de se demander finalement s'il y avait un manifeste du management agile, quel serait-il? Et éventuellement de le faire de façon personnelle pour vous, parce que il n'y a pas forcément un manifeste de management agile qui serait universel. Peut-être qu'on l'a pas encore écrit, mais simplement d'essayer d'en faire un qui vous parle. Alors, si tu peux juste montrer le manifeste agile. Donc, le principe, c'est 4 affirmations qui mettent ce qu'on privilégie plus que ce qui peut éventuellement nous limiter. Donc, les personnes et leurs interactions, plus que le processus et les outils. Ça, c'était le modèle sur lequel a été rédigé le manifeste agile. Dans les sessions de stage manager qu'on anime, on fait ce travail de leur faire écrire quelles seraient leurs valeurs personnelles, quel serait leur propre manifeste agile. Donc, on va vous partager des affirmations qui sont juste derrière. Alors, elles ne sont pas forcément toutes vraies, elles peuvent être questionnables, il y en a qui sont bizarres, c'est pas grave. Ce sont des managers qui les ont écrites pour eux et peut-être que certaines vont vous parler. Donc, il y en a 18, c'est un extrait. Et il y a aussi la possibilité d'écrire la vôtre,
si vous avez envie d'y réfléchir. Mais finalement, dans ces 18 que je vais vous laisser lire, quels seraient les principes qui vous feraient le plus évoluer? Il peut y avoir 2 questions. Qu'est-ce que vous trouvez le plus vrai? Mais ça va être facile parce que ça va être ce que vous pensez et ce que vous faites déjà. Mais quel serait le principe qui vous permettrait de passer un cap vers plus d'agilité dans votre management? Ça, c'est une question qui est aussi intéressante. Donc là, on vous laisse les lire tranquillement et vous notez celles qui vous parlent. On se donne combien de temps, Isabelle? On se donne 2 minutes. Ok. Je pense qu'on est à la fin de nos 2 minutes. C'est la 11 qui est un peu bizarre, hein, le développement des personnes et la motivation plus que l'organisation. Bon. Ce qui est important, c'est que ça parle à une personne à un moment donné. Est-ce que vous souhaitez nous mettre le numéro de celles qui ont retenu votre attention dans le chat? Qu'on voit un petit peu ce qui ressort. 10. Le pilotage par la valeur plus que le pilotage par les moyens. Ça, c'est un bon challenge. Moi, la 11, ça ne me semble pas si bizarre que ça. Elles ne semblent pas bizarres. Bon, ben voilà. C'est pour ça qu'il faut les garder. La relation de confiance plus que l'autorité hiérarchique. C'est vrai que dans les modes en réseau, c'est vraiment cette autorité, cette relation, cette compétence relationnelle qui va faire la différence. Et l'autorité hiérarchique, plus on s'en sert et plus elle s'use. Donc, à utiliser avec modération. La 14, le développement des personnes et la motivation par les centres d'intérêt, plus que les primes. Effectivement, le management 3.0 laisse de côté la motivation par les primes et les incentives pour travailler sur l'intérêt qu'a la personne à faire le travail. 16, tester et apprendre dans un environnement favorable plus qu'éviter les erreurs. Effectivement, c'est le droit à l'erreur. D'ailleurs, il ne faudrait pas appeler ça des erreurs, il faudrait appeler ça le droit à la tentative. 19, la raison d'être ensemble. La raison d'être ensemble, ça c'est d'accord. Plus que quoi? Plus que travailler seul? Le 7, la collaboration continue plus que l'évaluation annuelle. Là aussi, le management 3.0 casse ces dynamiques d'évaluation annuelle où on fait le point à la fin de l'année sur les objectifs de l'année qui sont devenus obsolètes et qu'on n'a pas mis à jour et avec des discussions qui ne sont pas toujours constructives pour avoir une évaluation en continu de l'atteinte des objectifs. Et on n'évalue pas tellement la personne, on évalue plutôt les moyens qu'on a mis en œuvre et l'atteinte des jalons qu'on s'était fixés collectivement. 19. Une proposition, une transparence radicale plus qu'un secret d'État. Ok, bah si ça vous fait évoluer, Rémi, c'est très bien. Plus 100, ok, bon, grand succès. Bien, donc voilà pour ce petit exercice. Vous pouvez vous créer votre manifeste de manager agile et travailler sur ces éléments-là pour aller vous mettre dans votre zone d'inconfort et qui deviendra en cas de succès votre nouvelle zone de confort. Alors, comment faire pour tester des choses qui vous permettent de faire autrement, de penser autrement? Donc, on vous propose 6 pratiques possibles. C'est difficile, les stades. Ouais, je suis désolé, j'ai vraiment un problème de clavier. Alors, des fois, ça marche pas. Et quand ça marche pas, je suis obligé d'utiliser ma souris. Et alors là, ça part en. Alors, il existe Bon, j'arrive pas. un rituel pour travailler sur la motivation de l'équipe, c'est la journée de créativité. C'est une journée off. On lève le stylo et dans cette journée-là, en fonction de nos centres d'intérêt, de ce qu'on a envie de proposer pour améliorer la vie de l'équipe ou son efficacité, ben on va se donner une journée ensemble ensemble ou chacun, pour travailler à développer ça, faire des propositions et les mettre en œuvre. Donc ça, c'est intéressant. Ça se fait beaucoup dans la Silicon Valley, ça vient de là. Et ça permet de restimuler, de rebooster et de permettre à chacun de contribuer au collectif en étant créatif sur ce qui l'intéresse. Ça peut être améliorer un programme de développement, comme ça peut être aménager la cafétéria. C'est ce qui paraît à un moment donné important à la personne d'amener à l'équipe
et d'avoir ce cadre pour pouvoir le faire pendant une journée, qui est récurrente, qui peut être trimestrielle ou plus fréquente. Tout à l'heure, on va parler de la délégation. Il y a un outil qui s'appelle le Delegation Poker qu'Olivier va vous présenter. Ce que vous pouvez essayer également pour faire changer la donne, c'est d'animer des réunions différentes, en n'étant plus seulement celui qui donne l'information. C'est le Lean Coffee, c'est-à-dire que ce sont les participants qui vont définir les sujets, qui vont les voter, et on va affecter 7 minutes à chaque sujet. Et une fois que les 7 minutes sont écoulées, on vote, savoir si on continue, si on arrête, si on passe au sujet suivant. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez facile à tester et qui remet l'équipe en responsabilité des sujets et des problématiques qu'elle souhaite voir aborder. Il y a la notion de compétence-appétence de l'équipe, donc avoir envie de développer ses compétences sur un domaine ou sur un autre. Il y a des ateliers qui peuvent se mener avec l'équipe au complet pour faire apparaître les compétences dont a besoin l'équipe et les envies des collaborateurs, de ses membres, pour les développer ou pour aider les autres à monter en compétences. Il y a également des outils d'amélioration, des ateliers d'amélioration continue qui permettent à l'équipe de sélectionner des problèmes à résoudre et de travailler en recherche de solutions, en propositions ensemble pour les traiter. Et puis, il y a un outil qui change réellement la donne, qui transforme le management en profondeur, à la fois en douceur et à la fois en profondeur. C'est la mise en place des entretiens one-to-one, chaque semaine, 30 minutes par collaborateur, pour prendre la température, mais en mode très humain, pas forcément un point sur l'activité opérationnelle, mais sur comment le collaborateur se sent dans l'équipe et dans son rôle. Tu peux faire un zoom sur le poker, effectivement. Il reste 10 minutes, donc je vais aller assez vite. Le poker planning, l'intérêt que j'y trouve, en tout cas personnellement, je vais vous parler de mon expérience, c'est une prise de conscience sur le fait qu'il n'y a pas forcément quelque chose de binaire entre je suis responsable de quelque chose ou je ne le suis pas. Si je suis responsable, je fais tout, je décide de tout. Si je ne suis pas, je m'occupe de rien et je ne fais rien. Quand on cherche à responsabiliser ou à partager la responsabilité, ou à déléguer, c'est rassurant la plupart du temps pour un manager ou pour quelqu'un qui veut prendre aussi des responsabilités, de se dire qu'il y a des nuances là-dedans. Et donc ce jeu de cartes, il propose justement de mettre en œuvre ces nuances. Donc il y a les deux extrêmes, hein, voilà, le niveau 1, je suis manager et je vous dirai comment il faut faire. Et puis il y a le dernier niveau qui est je délègue complètement. Mais entre-temps, on peut avoir plusieurs niveaux. Et par exemple, on peut être dans une logique où on consulte et puis on décide. Je parle du niveau 3 par exemple. Et plus on va aller vers le niveau 7, plus on va laisser de la place au groupe ou à la personne. Niveau 4, on est ensemble, on est d'accord ensemble. Hein. On essaie de se mettre d'accord tous les deux. Et puis le 5, je vais conseiller, mais c'est eux ou c'est toi qui vas décider, etc. Donc, un des principes moi que j'utilise, c'est par exemple entre un Scrum Master et un manager. Un Scrum Master un manager qui avait l'habitude de prendre beaucoup de place, parce qu'un Scrum Master qui était débutant, etc. Puis il y a un nouveau Scrum Master qui prend beaucoup plus de place par rapport à son rôle, de manière légitime. Et donc, on te fait ce travail-là pour rééquilibrer, pour prendre conscience de qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser et jusqu'à quel point. Ça dépend de ce qu'on peut faire dans le contexte dans lequel on est. Ça dépend aussi de ce qu'on peut faire par rapport à où on en est, de notre capacité d'initiative, une capacité de lâcher prise pour manager. Donc, voilà, c'est un outil assez intéressant pour travailler ce sujet, sachant que bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et ensuite… Oui, alors un autre petit truc, effectivement, c'est finalement de rendre visible ce soin qu'on apporte à la qualité de la vie de l'équipe et son bien-être et sa capacité de coopération. Ça peut être d'utiliser des Legos dans des bocaux
avec un vote mensuel, par exemple, ou hebdomadaire. À vous de voir le système qui vous convient. L'ego vert, c'est positif, l'ego rouge, c'est négatif. Donc là, on a un exemple où l'équipe avait déterminé quatre axes de travail: le sens et la vision, l'autonomie et la coopération, la parole authentique et les talents. Est-ce qu'on prend soin de nos talents? Est-ce qu'on peut exprimer nos talents? Et chaque mois, il y a un vote anonyme et puis on discute. Toute l'équipe se réunit et discute de ce qu'on peut faire pour améliorer la situation quand il y a un petit peu trop de rouge et d'orange dans le bocal. Donc des petits outils pédagogiques amusants pour créer la discussion. Et donc petite conclusion, puisqu'il nous reste 4 minutes, de ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Plus que le management agile, plus que de déléguer, et finalement il va créer un système de partage de la responsabilité. Donc il va donner des habilitations. Bon, le delegation poker est un outil pour le faire, mais voilà, on passe vraiment de la délégation à l'habilitation. On va créer un cadre et un mandat qui permettent aux équipes de développer leur autonomie. On n'est plus là pour évaluer le collaborateur, mais on évalue côte à côte avec lui la situation, les besoins, les hypothèses qu'on va prendre, les solutions qu'on va apporter. On est vraiment en co-construction d'une démarche de progression pour l'équipe avec chacun. Effectivement, on peut aider l'équipe à prendre des décisions puisqu'elle doit en prendre de plus en plus, le manager de moins en moins puisqu'il partage la prise de décision. Donc là, ça peut être intéressant pour le manager de faire expliciter à l'équipe quels vont être ses critères pour que la décision soit la bonne et les aider à traverser ce processus de décision. Le manager doit être exigeant sur les valeurs de collaboration qui font référence dans son équipe, dans son département, puisque le savoir-être dans des systèmes d'autonomie est de plus en plus critique. Voilà. Puis, il faut que chacun ait l'intelligence relationnelle de s'interfacer, d'aller créer la discussion quand il y a des difficultés et de jouer la transparence. Et ces valeurs-là, elles sont encore plus non négociables quand on est dans des équipes autonomes. Et enfin, désamorcer les conflits le plus tôt possible. Il ne faut pas laisser les équipes livrer. C'est pas parce qu'on crée l'autonomie qu'elle se décrète du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas laisser les équipes rentrer dans ou laisser des conflits dégénérer et intervenir le plus tôt possible pour les désamorcer. Et enfin, je dirais ne pas rester seul parce que c'est un chemin qui peut être long, qui peut être parsemé de doutes, de difficultés. Donc, créez-vous des dynamiques entre managers, retrouvez-vous pour déjeuner de temps en temps, à 2, à 4, faites des groupes de co-développement, travaillez en formation ou avec des coachs. Mais c'est vrai que c'est un chemin, c'est une vraie transformation, donc c'est un chemin qui est intéressant à faire en collectif aussi. Eh bien, je crois que nous avons terminé. Donc ça, c'est une photo avant Covid pour clôturer la conférence. Voilà. Et de Lyon, puisqu'effectivement, Olivier et moi sommes à Lyon aujourd'hui.